Chers amis résistants, bonjour. Aujourd'hui, lundi 24 août, que voit-on? Un malaise dans la société. Ce malaise se traduit de deux manières selon moi, et on va essayer d'y réfléchir et de voir quels sont les remèdes auxquels on doit recourir pour remédier à ce malaise dans la civilisation, comme aurait dit le vieux Sigmund. Malaise dans la civilisation. J'en vois deux symptômes. Un ensauvagement de notre société, avec une montée indéniable de la violence, et, par ailleurs, une montée du délire paranoïaque, de la théorie des complots, et ces deux manifestations traduisent en fait une seule chose, c'est la défiance fondamentale d'un grand nombre de citoyens envers les pouvoirs politiques. On n'a plus confiance dans les pouvoirs politiques, donc tout devient occasion, soit de violence pour certains, qui en ont encore la force physique et l'âge, soit de délire complètement irrationnel dans d'autres domaines. Le pouvoir a perdu la confiance des citoyens. C'est normal, la parole publique est discréditée, la parole publique sans la langue de plomb ou la langue de bois, comme vous voudrez, et on se rend bien compte que ces gens-là avaient un dogme, des dogmes. C'était l'ultralibéralisme, avec le souci constant de servir le temple, leur temple à eux, leur église, leur mosquée, leur synagogue, qui est quoi? L'entreprise privée. Tout doit être basé sur l'entreprise privée. Donc ces gens-là n'ont que cette obsession, et quand survient une crise qui dément cruellement l'efficacité de leur dogme, ils sont obligés de faire leur contrition en parole, mais cette contrition évidemment n'est ni sincère ni possible, et ils continuent toujours sur leur lancée. Donc malaise dans la société et violence. Parlons d'abord de cette violence. Vous voyez que toutes les occasions, les fêtes, les cérémonies, les matchs de foot et autres machins, permettent à un certain nombre de citoyens énervés, en colère, très en colère, de brûler des voitures, de casser des vitrines, d'affronter les forces de l'ordre, et nos médias, qui évidemment ne sont pas du tout préparés à commenter et à réfléchir à cette violence, parlent de casseurs, de black blocs, ce qui vaut évidemment pour eux des insultes, et ayant insulté ces voyous, entre guillemets, ces sauvageons, ils peuvent passer à autre chose et, en quelque sorte, ne pas aller à la racine du mal et à se demander pourquoi est-ce que des milliers de gens en arrivent à utiliser des occasions festives ou sportives ou n'importe quoi pour exprimer leur colère. Quand ça se passe à Caracas, à Hong Kong ou à Minsk, nos journalistes du Monde, de BFM TV, de France Inter, essaient de commenter et essaient de comprendre la colère des peuples vénézuéliens, hongkongais ou biélorusses ou libanais. Mais quand ça se passe à Paris, on ne comprend plus, on n'analyse plus, on ne réfléchit plus, on qualifie casseurs, voyous, sauvageons, black blocs, sans se demander pourquoi est-ce qu'une fraction de la jeunesse, à tort ou à raison, se met en colère. Que cache cette colère qui monte de plus en plus quand vous pensez que l'affaire des Gilets jaunes a généré des milliers de condamnations par les tribunaux. 800 personnes qui n'étaient pas des délinquants sont allées en prison pour cette manifestation sociale. Donc là, vous avez vraiment un mouvement de fond dans la société qui a exprimé par la violence ce qu'on devrait, dans une société démocratique, une société civilisée, policée, exprimer autrement qu'en brûlant des voitures et en cassant des vitrines. Ce qui, j'en conviens, moi qui suis un résistant, n'est pas la bonne méthode. Mais au lieu de condamner d'une manière facile, en disant « bon, ce sont des voyous, ce sont des délinquants, ce sont des casseurs », j'essaie, moi, de m'interroger, de savoir pourquoi
ils en arrivent à ce mode d'expression d'une indignation et d'une colère. Là, il y a une question qui se pose. Pourquoi en sommes-nous là? De même, nous sommes confrontés à un autre événement qui est la pandémie. La pandémie, c'est après tout la seconde grande pandémie apparue dans ces 40 dernières années. La seconde, oui, puisque la première, c'était le VIH. Le VIH était une maladie rétrovirale, mortelle au départ, peu contagieuse, puisque son mode de contagion était limité par des transfusions sanguines ou par relations sexuelles, donc c'était d'une contagiosité qu'on pourrait qualifier de modérée. La seconde pandémie, qui est la pandémie du SARS-CoV-2, est une pandémie qui, elle, est très contagieuse, mais est beaucoup moins mortelle. Mais ce sont deux avertissements adressés à notre société. Que sera la troisième pandémie, qui peut avoir la létalité de la première et la contagiosité de la seconde? La deuxième, plus exactement, puisqu'il y en aura une troisième. Ce sont les conditions de vie actuelles qui font apparaître ces pandémies. La première vient de l'exploitation cruelle, barbare, des singes. Le virus du sida est un virus simiesque, c'est un virus de singe qui est passé à l'homme. La pandémie actuelle vient de la chauve-souris, et là aussi de la consommation, de l'utilisation de la faune sauvage dans des conditions qui sont inacceptables du point de vue éthique. L'homme doit apprendre à respecter les autres formes de vie et les équilibres de la nature et ne pas se comporter en espèce invasive qui veut tout domestiquer, utiliser et devenir un véritable tyran sur la planète. Donc, ces pandémies sont là pour nous dire aussi maladies de notre société. Donc, les maladies de notre société, c'est d'un côté la violence, de l'autre côté les comportements irrationnels autour des pandémies qui existent, qui sont là et qui ont pour cause notre exploitation de la nature, notre irrespect envers la faune sauvage et l'accélération des voyages sur la planète, des échanges qui font qu'actuellement un agent pathogène parcourt le globe en quelques heures. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Les pestes du Moyen-Âge, il fallait des mois, voire plus d'un an, pour qu'elles atteignent d'autres régions. Actuellement, en quelques heures, un agent pathogène parcourt la planète. Et la secte libérale qui domine ce monde n'a pas su protéger les populations du coronavirus actuel quand il est apparu en janvier, tout simplement, alors qu'il fallait interrompre totalement les communications avec la zone infestée. On ne l'a pas fait, on a laissé le diable sortir de sa boîte, on a laissé le virus circuler. Maintenant, c'est trop tard, il est là. Alors évidemment, il est ce qu'il est, moyennement méchant, il tue, mais il tue relativement peu, il pourrait l'être beaucoup plus. Et le prochain le sera peut-être bien davantage. Alors, si vous voulez, face à tout cela, évidemment, il y a ceux qui sont les optimistes, qui disent « la science va trouver très vite une parade ». Je vous ferai remarquer que pour le moment, sur les 7 coronavirus qui affectent l'homme, on n'a trouvé aucun vaccin. Et le VIH, le rétrovirus du sida, 40 ans après, n'a toujours pas de vaccin. On a un traitement maintenant, mais on n'a pas de vaccin. Contre l'herpès, qui est une maladie virale, on n'a toujours pas de vaccin. Donc, rien nous assure que dans un an, on aura un vaccin contre le coronavirus actuel. C'est possible que oui, il est possible que non, il est possible que l'immunisation ne se fasse pas, et donc que la maladie reste et entraîne des conséquences économiques et sociales considérables. Le XXIe siècle commence avec le Covid-19, comme le XXe siècle avait commencé par la guerre 14-18. C'est une rupture. C'est une rupture qui est non seulement
sanitaire, qui est non seulement économique, qui est non seulement social, mais qui peut être aussi culturel. Et ça remet en cause beaucoup de choses du monde actuel, notamment les échanges planétaires, la globalisation et tous les problèmes que cela génère, notre rapport à la vie et à la mort. On voit maintenant des gens qui relativisent ça en disant après tout les autres peuvent mourir, pourvu que nous, que notre catégorie, notre strate, soit d'âge, soit de sexe, ne soit pas concernée, ça nous est bien indifférent que d'autres passent par trépas. Mais ça c'est propre, si vous voulez, à toutes les époques de crise. Quand il y a une crise, vous avez tout de suite des réflexes où le vernis humain saute et où des monstruosités apparaissent. Bon, et j'entends des propos qui parfois me paraissent très inquiétants sur la façon d'appréhender la maladie. Ce qui n'a rien de politique. On ne répond contre une maladie par la science, par la médecine. On ne répond pas par de la politique. Ça, c'est de la paranoïa. C'est de la paranoïa. C'est tout à fait autre chose. Alors, j'en arrive par contre au malaise dans la civilisation et à dire que, effectivement, les gens ne sont pas heureux de la situation actuelle. Les écarts sociaux se sont creusés. Il y a des sociétés à plusieurs vitesses, des castes mondiales de milliardaires qui vivent en marge et séparés de la société qui voit les classes dites moyennes se paupériser, et donc nous vivons le temps du malaise, d'où la colère, d'où la violence, d'où les saccages, d'où les voitures brûlées, d'où les vitrines cassées, et il faut s'interroger sur la manière d'en sortir. Je crois qu'effectivement, il faut en venir à une autre politique, et la situation de la France n'a rien de spécifique à ce niveau-là. Le malaise, il est mondial, il n'est pas que français. C'est peut-être aggravé chez nous par nos institutions. Les institutions qui sont les nôtres ont été très adaptées aux crises de la décolonisation, de la guerre d'Algérie dans les années 50-60. Et d'ailleurs, la Ve République a été incontestablement un succès sur le plan constitutionnel. Mais le temps a changé, nous sommes en 2020, nous ne sommes plus à l'ère de la décolonisation, nous ne sommes plus à l'ère de la guerre d'Algérie, nous sommes dans un tout autre contexte, et d'autre part, il y a eu des réformes qui ont aggravé le caractère monarchique de la République française, c'est notamment la réduction du quinquennat. Parce que là, nous avons fait disparaître le Parlement, l'Assemblée nationale. Il n'y a plus d'Assemblée nationale en France, puisque, j'en ai déjà parlé, l'élection des députés suit l'élection présidentielle, et que finalement, l'élection des députés sont les hommes du président, quel que soit le président. Donc, en France, nous sommes en monarchie, une monarchie élective, ce qui évidemment aggrave le malaise de la société française. Alors, il faut répondre à tout cela. Et comment répondre à tout cela? Il faut que vous sachiez que tout pouvoir, évidemment, n'a qu'un souci, c'est se pérenniser. Alors, se pérenniser, tout simplement en contrôlant l'information, directement ou indirectement, tout simplement parce que les journalistes sont formés dans des écoles de journalistes, et puis que si un journaliste des médias, des grands médias, des médias télévisés, s'avisait de faire de la sociologie, de la réflexion sur ce qu'est la violence, sur ce qu'est la paranoïa actuelle, pourquoi on a ces phénomènes-là, si ça visait vraiment de creuser la question, comme ils le font pour le Venezuela ou pour Hong Kong, il ne resterait pas longtemps journaliste à BFM TV, à LCI, à France Inter ou au Monde. Et il ne pourrait pas. Il ne faut pas réfléchir à cela, et c'est pour ça que des gens qui font des chroniques comme j'en fais sont des fantômes des médias. On ne passe pas dans les médias, parce que nous, on essaie de poser des questions. On essaie de poser des questions. Le peuple ne se sent plus représenté. Le peuple ne participe plus aux élections, ou très peu. Et quand il participe, souvent, c'est pour, en quelque sorte, rejeter ceux qui gouvernent, mais qui, de toute façon, vont continuer à gouverner. Parce que, vu la météo politique, ce que je prévois, rien ne va changer. Rien ne va changer. Vous savez, il faut toujours dire d'où on parle. Je suis personnellement président
de la Convention Vie et Nature. Je défends le vivant, la nature, les hommes, l'arbre, l'animal et l'homme. À la fois l'humanisme et en même temps, je combats l'anthropocentrisme tout en défendant l'humanisme et dans le biocentrisme. C'est tout. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Je ne suis pas un politique. Je ne brigue aucun suffrage. J'essaie de réfléchir par ces chroniques sur le mal de notre société et comment y remédier. Eh bien, on ne va pas y remédier. On ne va pas y remédier. La même secte gouverne et va gouverner longtemps. Oui, actuellement, c'est la secte chasse, pesticides, bitume, tradition et exploitation. C'est le parti républicain, les républicains. Bon, oui, avec des nuances. M. Macron n'est pas issu des républicains, mais il est républicain. Il est du parti UMP, si vous voulez, et gouverne avec des premiers ministres et des ministres qui sont issus de l'UMP, dans un entourage UMP, dans des milieux UMP. Donc, si vous voulez, c'est cette secte qui gouverne chasse, pesticides, bitume, tradition et exploitation. Et cette secte va gouverner longtemps. Et malgré le rejet actuel, ça va durer. Il n'y a aucune raison que ça cesse. Que va-t-il se passer, mes amis? Regardez le paysage politique. D'abord, évidemment, les citoyens sont peu mobilisés. Et là. Ensuite, la classe politique n'est pas du tout prête à relever ce défi. Les combats de coq vont continuer. Vous aurez, à la prochaine présidentielle, sans doute, des gens excellents, individuellement, que j'aime beaucoup. Le brave, comment il s'appelle? Yannick Jadot. J'en fais un écologiste authentique. Je crois qu'il a même critiqué la chasse. C'est dire que s'il est intellectuellement honnête. Donc c'est un écologiste. À la différence de certains de ses prédécesseurs, qui eux n'étaient que des arrivistes opportunistes, qui se gardaient bien de dire quelque chose qui pouvait déplaire au lobby. Lui, il a eu le courage parfois de dire des choses contre les chasseurs, qui montrent que c'est un authentique écologiste. Très bien. Il souhaitait être candidat, ça se sent, ça se voit, et je le comprends. Il en a et le talent et les qualités. Monsieur Mélenchon, que j'aime bien aussi, c'est un homme d'une grande culture. Un peu bouillant, parfois un peu énervé, mais très intelligent, qui fait des analyses sur la société qui mériteraient d'être analysées au fond par les citoyens. C'est un homme très bien. Mais si M. Mélenchon et M. Jadot, pour les citer, se présentent à la présidentielle, l'un fera 15%, l'autre fera 12%, je ne sais pas lequel qui sera devant l'autre, on s'en fout d'ailleurs, ça n'a aucune importance, mais M. Macron, il est élu. Il peut leur envoyer un petit Bristol de remerciements, il est élu. L'élection présidentielle est jouée d'avance, c'est foutu, et voilà, on n'aura pas une rupture qui serait une rupture salutaire pour sortir du malaise actuel. Pour sortir du malaise actuel, il faut une autre société. Une société dans laquelle le vivant prévale sur toute autre considération et une société qui, dans le domaine économique, opère un équilibre entre, d'un côté, la sécurité de l'emploi pour les salariés et l'initiative privée. Je ne suis pas un adversaire de l'entreprise privée. Je considère que l'entreprise privée n'est pas un temple. C'est pas un lieu saint. Une entreprise privée ne fournit du travail, du bien-être, de la prospérité que si elle peut faire des profits. Lorsque survient une crise, qu'elle soit sanitaire, économique, géopolitique, militaire ou autre, l'entreprise privée ne fait plus de profit, elle disparaît. Donc tout s'écroule, les gens n'ont plus de travail, c'est la catastrophe. Il faut un matelas de protection et il faut une société équilibrée avec des services publics forts, un secteur nationalisé fort et des entreprises privées. C'est ce qu'on appelle une économie mixte. C'est la seule solution pour parer aux crises qui surviennent régulièrement dans ce monde. Il y en a eu, il y en aura d'autres. Et si on veut éviter les catastrophes, comme nous en voyons un petit peu actuellement les prémices, il faut sortir du dogme de l'entreprise privée comme temple absolu et indépassable. Or,
nous sommes dirigés par une secte libérale qui putréfie la planète et qui aboutit aussi à la destruction complète de la biodiversité, donc l'apparition des pandémies, avec une incapacité d'y répondre parce qu'il repose sur le libre-échange. Et si vous voulez, on va continuer à vivre le temps de la violence, le temps des virus, le temps des problèmes, aussi longtemps que nous n'aurons pas changé de société. Mais pour changer de société, il faut que ceux qui veulent en sortir s'unissent. S'ils ne s'unissent pas, si on continue un jeu de massacre en disant on a des nuances, donc comme on a des nuances, on refuse de travailler ensemble pour changer ce monde ne sera pas changé et ceux qui gouvernent gouverneront pour 1000 ans. Alors écoutez, essayons d'en sortir. Monsieur Jadot, Monsieur Mélenchon, merci d'écouter ma chronique, d'y réfléchir à 2 fois et de voir comment vous pourriez peut-être, vous et tous les autres, tous ceux qui veulent que ça change, vous entendre et gagner ensemble. Mes amis, merci de diffuser mes petites chroniques qui ne passeront pas sur BFM TV, je vous rassure, et merci d'être fidèles à ces réflexions. À bientôt, peut-être, à la semaine prochaine.